Bonsoir à tous. Alors, je vais faire une vidéo sur encore quelques informations intéressantes que j'ai trouvées. Tout d'abord, cette rumeur qui fait qu'on aurait une Model S avec une batterie de 110 kWh, donc qui augmenterait encore l'autonomie de la voiture. Alors honnêtement, c'est pas trop la Model S qui m'intéresse, mais c'est le site Electrek qui dit aussi que des nouveaux packs seraient en préparation pour aussi la Model X et la Model 3. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, car il y a déjà eu une rumeur comme quoi il y aura un pack de 100 kWh qui sortirait pour la Model 3. Alors ce que j'ai essayé de faire, c'est de comparer le voyage que j'avais fait à Noël, c'est-à-dire par exemple Nice-Mulhouse avec ma voiture, et de imaginer ce que ça pourrait donner. Donc là, vous allez voir, j'ai simulé le même trajet avec une Model S Raven Long Range, en supposant qu'elle aurait une consommation de 170 Wh au kilomètre à 110 km/h comme une Model 3, et voir ce que ça donne, en passant par Montélimar. Alors vous allez voir, c'est assez clair en termes d'arrêt. Eh bien, on en a moins, hein. On a plus que 2 arrêts. Donc, en plus, j'ai simulé un départ à 90% de Nice, pas à 100%. Donc, on est un premier trajet de carrément 340 km sur autoroute. Donc, on pourrait même faire pas loin, à mon avis, de 370-380 km si on part à 100% et qu'on n'arrive qu'à 10 à Montélimar, avec un temps de charge probablement évidemment un peu plus long, et donc à la fin on n'a que 2 arrêts pour aller à Mulhouse et 8h25 en tout et 48 minutes de temps de charge. Et moi, par rapport à ma voiture, vous voyez, quand j'ai refait la comparaison, donc c'est une Model 3 Long Range Performance mais avec des jantes de 18 pouces, donc c'est un modèle un peu particulier, il n'y a pas le pack performance en tant que tel, avec une consommation estimée à 170 Wh au kilomètre, et puis j'ai gardé les mêmes paramètres, hein, 90% au départ et puis 10% à l'arrivée au superchargeur ou à l'arrivée finale. Eh bien on arrive à 20 minutes de plus globalement, donc 8h46, et un temps de charge un peu plus long, et puis surtout il faut quand même sortir, enfin là l'aire de Cambarette est sur l'autoroute, donc on perd pas trop de temps, mais c'est sûr que si l'aire de charge est en dehors de l'autoroute, donc on perd quand même plus que le temps de charge en tant que tel. On perd au moins, on va dire, 7-8 minutes minimum, le temps de sortir et de revenir sur l'autoroute. Donc ça peut vraiment être intéressant. J'ai hâte de voir si la Model 3 va sortir avec un tel pack. Ensuite, la deuxième information dont je voulais parler, c'est sur le Cybertruck. Alors, d'après Automobile Propre, il y aurait eu déjà plus de 500 000 réservations. Alors, ça paraît énorme comme ça, par rapport même à la Model 3 au départ. Je crois qu'il y en avait 400 000. Après, je pense qu'ils font pondérer ce chiffre, car si je me souviens bien, pour réserver le Cybertruck, moi, quand j'ai réservé la Model 3, je pense qu'il fallait que je fasse un paiement par carte bleue. Je crois que c'était 1000 €, si je me souviens bien. Ou 2000, honnêtement je me souviens plus, mais là c'est pour le Cybertruck, c'est un peu différent, c'est 100 €. Donc forcément il n'y a pas trop de risque à mettre 100 € pour commander, mais enfin si on arrive déjà à 500 ou même 300 000 commandes fermes, ça sera déjà une super affaire pour Tesla, qui en plus à mon avis avec plus ils vendent de voitures, ils doivent rentabiliser aussi, amortir en tout cas le coût pour les batteries et pour les moteurs notamment. Donc si vraiment le pick-up et le pipeline est plein pour 3 à 4 ans, c'est quand même une super nouvelle pour Tesla. Et là maintenant je voulais passer à la Zoé. Alors j'ai trouvé cette vidéo sympa. Alors évidemment, s'il y avait une Zoé comme ça qui sortirait, je pense que ça ferait du bruit, hein, si je peux m'exprimer ainsi, pas par le pot d'échappement, mais une Zoé de 460 chevaux, ça serait quelque chose. Je pense qu'il y aurait une clientèle quand même pour une telle voiture. Mais c'était plus pour reparler un peu des tarifs, et parce que j'ai regardé sur Automobile Propre aussi, il y a un des propriétaires qui comparait sa Zoé par rapport à la 208, la i208, et moi j'étais plutôt favorable à la i208. Et ben en y repensant à 2 fois, je pense qu'effectivement la Zoé, malgré sa batterie qui se refroidit par air, est peut-être un meilleur bon plan. Un meilleur plan. Alors là, vous voyez, je récapitule les prix.
Et ce qui est étonnant, en fait, c'est qu'en temps de recharge, évidemment, en fait, il n'y a pas tant de différence que ça, vu que la batterie fait environ autour de 50 kWh, que ce soit pour la Zoé ou la ID108. Sur des chargeurs à 50 kW, bah évidemment, il n'y a aucune différence. Et a priori, même sur le superchargeur Ionity, ça fait pas vraiment un avantage décisif pour la ID108. Et ce que disait ce propriétaire de Zoé, c'est que Peugeot était un peu optimiste pour la recharge de la ID108 sur les superchargeurs, alors que Renault, il était un peu plus pessimiste sur le temps de charge de la Zoé. Donc finalement, en plus avec le chargeur à 22 kW en courant alternatif, c'est vraiment peut-être la solution la plus équilibrée pour à la fois combiner les superchargeurs et les chargeurs, on va dire, semi-rapides en courant alternatif. Et là, c'était juste pour montrer aussi qu'en termes de vente, bah, la Zoé, elle se débrouille bien, hein. Là, avec 45 000 ventes contre 36 000 entre 2019 et 2018. Et pour le début de l'année, évidemment, en Europe, c'est sur les chapeaux de roue, là, puisqu'ils sont déjà à plus de 9 000 ventes, si je me souviens bien, si j'arrive bien à lire, par rapport à 4 000 ventes l'année dernière. Donc, c'est bien parti pour la Zoé, pas qu'au niveau français, mais aussi au niveau européen. Alors malheureusement, Renault va pas très bien là, en termes de résultats, parce que je pense qu'ils vont devoir encore investir plus dans l'électrique. Est-ce qu'ils vont avoir les reins assez solides? Vu que Nissan maintenant n'est plus la vache à lait, que Nissan est aussi en difficulté, ça va être intéressant de voir comment ça va se passer, mais c'est un peu chaud pour Renault. Et là, c'est juste pour finir avec la comparaison entre l'achat comptant de la Zoé, vous voyez le tarif en rouge, et la location longue durée. Et en fait, alors on voit pas l'axis en bas là, mais il faut quand même un sacré nombre de mois, en minimum 5 ans, si vous êtes 15 000 km par an, pour rentabiliser l'achat au comptant de la voiture. Donc vu le type de voiture que c'est et que la garantie de la batterie est meilleure quand vous la louez plutôt que vous l'achetez, je crois que il a chance si vous êtes en dessous de 75% par rapport à 70 si vous l'achetez. Ça se discute, hein. Au départ, moi j'étais plus pour acheter en comptant, mais en voyant le tableau d'amortissement et surtout en ne connaissant pas la valeur résiduelle de la valeur de la voiture après 5 ou 6 ans, puisqu'il faut minimum 5 à 6 ans pour amortir l'achat comptant de la voiture. Hmm, Si pour quelqu'un qui, de toute façon, a décidé de changer sa voiture tous les 5-6 ans, bon, ça se discute. Peut-être plus que ce que je le pensais au départ. Moi, au départ, j'étais vraiment contre alors, contre la LLD, ça c'est clair. La LOA, pourquoi pas, parce qu'on peut acheter les voitures à la fin de la location, donc, et puis la garder jusqu'à sa mort, on va dire, pour l'amortir le plus possible. Là, une voiture électrique, surtout une Zoé. Bon, la Tesla, pour l'instant, elle tient, on va dire, la côte. On verra plus tard. Mais une Zoé, est-ce que ça tient la côte? Pas sûr qu'au bout de 7 ou 8 ans, vous êtes vraiment une grosse différence en termes on va dire, de gains par rapport au fait de la louer. Donc, à discuter. Et je pense que chacun a son avis sur le sujet. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci et à bientôt.